Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution.
Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapairait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992.
Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre.
Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elle se dirige vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu ? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune, la seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Ces pénitents de neige sont généralement
Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui.
Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plage verte jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux ? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée. Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldeira, en fait, un super volcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC.
Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche ou même lointain sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu, et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir. Et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface.
Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. Tsunami du Boxing Day, Indonésie. Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunami. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Méga tsunami du volcan Unzen. Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un méga tsunami. Méga tsunami du barrage de Vajont, Italie. Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vajont. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Méga tsunami du mont Sainte-Hélène, États-Unis. La partie supérieure du mont Sainte-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirit. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya, en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaï. Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan. L'astéroïde, qui aurait anéanti les dinosaures, frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague est presque 2 fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch. Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le 8e ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitations par heure pendant 2 jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen. D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane. Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus loin. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian. C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ces îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma. La tempête se produit dans la mer des Caraïbes, près de la Jamaïque, et se dirige vers l'ouest. 2 jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia. Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamtchatka. Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamtchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami.
Les 2 premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 mètres de haut. La troisième est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili. Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de 2 plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon. Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra. Une rupture le long de 2 plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin près du nord de Sumatra, en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du Vendredi Saint, Alaska. Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili. Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes, mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno. Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur. À son apogée, elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, États-Unis. Elle se produit vers 2 heures du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de 2 étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor. Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum, 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km par heure. Cette catastrophe naturelle cause $1 milliard de dégâts. Manitoba, Canada. Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tri-State Tornado, États-Unis. La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo, Gainesville, États-Unis. Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie. À 22 heures, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant, produisant une vague de tsunami plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine. Une avalanche de roches, de pierres et de boue, si grosse qu'elle pourrait remplir le port de Sydney, forme un barrage sur la rivière Jinsha. Fleuve Ida, Japon. Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêté par un autre glissement de terrain, plus précoce. En cours de route, le glissement emporte 2 autobus hors de la route. Pérou. Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km par heure. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soy, Tadjikistan. Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murghab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soy, l'un des plus hauts du monde. Mont Sainte-Hélène, États-Unis. À 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Sainte-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, États-Unis. Au milieu du XVe siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir?
Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde alentour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renard, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardeaux enjoués honorent la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui voient des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble taillé sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'1 à 3 mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout. Les renards, en administrateurs avisés, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver 2 ou 3 tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée tanière natale, et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas?
Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi ou même t'attaque ? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux, garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est devenu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de mains peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs, et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant, et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière.
Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du Strid par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresses. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du Strid et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces, qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins. Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée. Donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage.
Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nios au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Tu te rends sur l'île de Queimada Grande, l'une des plus dangereuses du monde. Là-bas, tu te retrouves au milieu d'une forêt tropicale. Il y a d'énormes rochers et des plaines herbeuses. Ce lieu abrite des oiseaux, des sauterelles, ainsi que des cafards géants. Mais aussi un autre animal. Et c'est à cause de celui-ci que l'île a acquis sa sinistre réputation. Il y a des serpents et en très grand nombre. En si grand nombre que l'endroit est également connu sous le nom de l'île aux serpents. Pourras-tu y survivre? Située à seulement 32 km de la côte du Brésil, l'île a une superficie de 43 hectares. Elle a probablement été coupée du continent lors de la dernière période glaciaire. Pour cette raison, les serpents se sont retrouvés séparés de la plupart des autres espèces animales. Ils y ont vécu sans aucun rivaux, disposant de sources de nourriture quasi illimitées. Dans un espace aussi restreint, on compte jusqu'à 4000 serpents, ce qui représente un serpent par mètre carré. Il serait donc bien difficile de ne jamais croiser l'une de ces créatures sur cette île. Ce serpent, le trigonocéphale insulaire, est non seulement le plus répandu sur l'île, mais il s'avère aussi qu'il s'agit, dans la famille des vipéridés, d'une espèce extrêmement venimeuse. En fait, c'est l'une des espèces les plus venimeuses de toute l'Amérique latine. La puissance de son venin est due à son grand isolement. En dehors des serpents, on ne trouve que des oiseaux sur cette terre. Et pour attraper ces oiseaux, il fallait que le venin des serpents soit particulièrement violent. Par conséquent, depuis qu'ils ont été séparés de leurs lointains parents, leur venin est devenu presque 5 fois plus puissant. La plupart du temps, le trigonocéphale insulaire se cache dans les arbres ou les feuilles qui jonchent le sol. Si tu te retrouves un jour coincé ici, il vaut mieux que tu te tiennes à bonne distance de ces animaux. Les serpents utilisent principalement leur odorat et les vibrations pour capturer leur proie. Si tu t'approches trop près de l'un d'eux, reste immobile ou éloigne-toi lentement. Si tu émets trop de vibrations, ils se sentiront menacés, ce qui pourrait les pousser à t'attaquer. Si tu en vois un à quelque distance ou si tu te diriges vers de hautes herbes, tape des pieds plusieurs fois. Cela informera les serpents de ta présence. Ils ne prendront pas le risque de se mesurer à une proie plus grande qu'eux et s'enfuiront probablement assez vite. Il est toujours bon de porter un bâton, au cas où tu tomberais par hasard sur un serpent. Tu disposeras ainsi d'une sorte d'extension qui pourra t'éviter une morsure. Ce bâton pourrait te sauver la vie. S'il possède une extrémité en forme de V, ton bâton te donnera encore plus d'avantages. Si un serpent commence à se comporter de manière agressive, tu pourras le retenir au sol et l'arrêter dans son élan. Mais quoi qu'il arrive, n'essaye pas de le ramasser. Bien, mais que dois-tu faire si tu te fais mordre?
Les risques sont assez élevés sur cette île, bien sûr. Tout d'abord, n'essaye pas d'extraire le venin par tes propres moyens. Assure-toi d'appeler immédiatement les services d'urgence. Et une fois que les secours sont en route, applique un large bandage sur la plaie. Un morceau de tissu fera l'affaire si tu n'as rien d'autre. N'essaye pas de poursuivre le serpent afin de déterminer son espèce. Les services d'urgence sauront identifier le venin dont il s'agit. Maintenant, il te suffit de rester calme et d'attendre les secours. Tu te demandes peut-être qui tu peux appeler sur cette île abandonnée. Eh bien, comme il est strictement interdit de visiter cet endroit, des panneaux ont été installés partout sur l'île. Tu y trouveras un numéro que tu peux appeler si tu as des problèmes. Mettons maintenant que tu aies réussi à éviter de te faire mordre. Que vas-tu pouvoir manger sur place ? Queimada, en portugais, signifie brûlage ou feu de forêt, et ce nom a une histoire. En effet, l'île tout entière a été délibérément incendiée pour permettre la création d'une plantation de bananes. Malheureusement, les affaires n'ont pas aussi bien marché que les entrepreneurs l'espéraient. Sans doute parce que les serpents n'ont pas laissé les cultivateurs travailler en paix. Mais certains bananiers continuent encore aujourd'hui de pousser, et ils t'apporteront les nutriments dont tu as tant besoin. Il te faudra aussi faire le plein de protéines lors de ton séjour. Heureusement, en plus des serpents, cette île abrite aussi des cafards. Ces cafards géants, à l'allure préhistorique, sortent la nuit pour se nourrir de plantes. Alors, allume ton barbecue et profite de ce mets rare. Mais le meilleur moyen de survivre à cette île est encore de l'éviter à tout prix. Si, par hasard, tu passes devant, n'oublie pas que cet endroit était autrefois relié au continent. Les rochers sous la surface des eaux représentent donc un grand risque pour ton embarcation si tu t'en approches trop. Veille par conséquent à te tenir à bonne distance du rivage lors de ta traversée. Bien sûr, l'île est des plus intrigantes, mais n'oublie pas que quelle que soit la distance à laquelle tu t'approches de ces terres, tu ne pourras pas voir les serpents depuis ton bateau. Tu n'apercevras ces créatures que si tu accostes, ce qui est absolument déconseillé. Car ce ne sont pas seulement les reptiles qui rendent cet endroit dangereux. Des pirates visitent cette île assez régulièrement. Pas les pirates à jambes de bois qui chantent en comptant leurs pièces d'or, mais ceux qu'on nomme les biopirates, qui viennent là pour capturer l'animal qui rend l'île si dangereuse. Ils viennent pour les serpents, afin de les attraper et de les vendre sur le marché noir. Depuis que l'île a été coupée du monde il y a environ 11 000 ans, le trigonocéphale insulaire a évolué dans son propre habitat. Donc, bien que le nombre de ces reptiles soit élevé dans ces lieux, l'espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et en raison de leur rareté, leur valeur est très grande. Ils se vendent pour des sommes proches de 30 000 € sur les marchés clandestins, ce qui bien sûr donne aux biopirates la motivation nécessaire pour se rendre sur cette île. Il y a quand même des façons plus simples de gagner sa vie. Enfin, disons que tu as toutes les ressources nécessaires pour survivre dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Penses-tu que tu parviendrais à réaliser cet exploit ? Tu penses peut-être que c'est impossible ? Tu seras surpris de savoir qu'en réalité, c'est parfaitement faisable, si tu sais ce que tu fais. De nombreuses personnes ont déjà visité cet endroit effrayant. Des équipes de scientifiques s'y rendent souvent. Ils étudient le trigonocéphale insulaire, son environnement et ses sources de nourriture à des fins de conservation. Mais les chercheurs s'assurent toujours qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Il existe aussi un phare sur l'île des Serpents. Il a été exploité jusque dans les années 1920. Puis on l'a automatisé. Tu devines facilement pourquoi. Les autorités brésiliennes visitent ce phare une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Les habitants du continent connaissent la réputation de l'île. Alors, les histoires de personnes qui y auraient disparu sont plutôt rares. Mais un groupe de pêcheurs s'est un jour approché trop près de son rivage. Alors qu'ils suivaient leur itinéraire habituel, ils se sont accidentellement trop approchés de la côte. Leur bateau a heurté un récif sous les vagues et a commencé à se remplir d'eau. Comme le bateau coulait rapidement, les hommes ne disposaient plus que de deux options. Tenter de survivre dans la mer agitée ou nager jusqu'aux plages de l'île aux serpents. C'était évidemment un choix difficile. Après tout, ils avaient entendu toutes les histoires. Et ce n'est pas seulement les serpents qui les effrayaient. Une légende disait que l'île était maudite. Mais sans se préoccuper de ces contes à dormir debout, les pêcheurs ont choisi de tenter leur chance sur l'île de Queimada Grande. Après avoir atteint le rivage, ils se sont efforcés d'être prudents. Leur connaissance de l'île pouvait les aider à survivre. Plus important encore, ils savaient qu'il fallait à tout prix éviter la forêt tropicale. Lorsque les hommes ont commencé à avoir faim, ils se sont prudemment dirigés vers la lisière de la forêt afin de cueillir des bananes. Mais ils ont passé le reste de leur temps à attendre les secours, assis tranquillement afin de conserver leur énergie. Ils ne pouvaient boire de l'eau que lorsqu'il pleuvait. Cela suffisait à peine pour qu'ils restent en vie. Ils dormaient sur la plage, sans protection contre les éléments. Et pourtant, ils étaient si proches du phare et des grottes.
Ils se montraient extrêmement prudents, mais c'était soit endurer un certain inconfort, soit risquer leur vie pour un lit au sec. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Ils ont réussi à survivre 3 jours durant sans qu'aucun d'eux ne se fasse mordre par un serpent. Après ça, un bateau les a finalement secourus. Voilà, maintenant tu sais que tout est possible. Ah, la gravité, espèce d'animal sans cœur. Oui, c'est toujours ce que je me dis quand je me prends les pieds dans une pierre ou une marche et que je tombe face contre terre. Je te jure, je ne suis pas maladroit. Non, de toute façon, la gravité touche tout le monde, n'est-ce pas? Enfin une certitude dans ce monde en perpétuel changement. Tout le monde est concerné. Contrairement à l'amour, par exemple. Oh, je suis d'humeur romantique, désolé. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple et clair que tu le penses. Il y a des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. Et c'est pour ça que tu as cliqué ici. Alors, allons jeter un coup d'œil. Colline magnétique à Leh, Inde. Il y a un bout de route en Inde qui attire les touristes du monde entier. Elle n'est pas différente du paysage alentour et tu pourrais facilement passer à côté sans la voir, si ce n'est pour une chose très inhabituelle et un peu effrayante. Si tu arrêtes ta voiture sur la colline magnétique en montant la pente, et que tu la mets au point mort, elle commencera à avancer jusqu'à atteindre une vitesse de 20 km/h. On dit qu'il existe une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit aussi que même les avions prennent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques proposent une autre explication. C'est simplement la configuration du terrain qui donne l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline. Et vice-versa. Quelle que soit la vérité, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Et toi? Dis-le-moi dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne. Près du village de Nowe Czarnowo, il y a une forêt au fond de laquelle on peut trouver des pins aux allures étranges. Plantés dans les années 1930, ce sont 400 arbres qui se courbent brusquement vers le nord, pratiquement dès les racines, puis poussent vers le haut en demi-cercle. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui leur a donné cette apparence. Certains disent que ce sont des gens qui l'ont fait, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une anomalie gravitationnelle qui a en quelque sorte poussé les arbres vers le bas. Cependant, le problème avec cette version est qu'elle aurait dû être présente pendant des années, et que cela n'aurait affecté que les arbres. Reconnaissons-le, aucune explication indiscutable n'explique ce phénomène, aussi dingue cela soit-il. Une chute d'eau, île Féroé. As-tu déjà vu une chute d'eau qui tombe vers le haut? Tu peux en voir une sur les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attendais à ce que je te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse poussant l'eau vers le haut des rochers, alors désolé, pas du tout. Cela dit, la vérité est tout aussi stupéfiante. Les vents de cet endroit sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. Je suppose que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voler avec son parapluie. Ça paraît raisonnable. En fait, cette cascade n'est pas unique. Il existe plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion qui défie la gravité. Par exemple, la rivière Kinder, en Angleterre, possède une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Le vent est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la chute. Le barrage Hoover dans le Nevada, États-Unis. Si tu arrives un jour à monter au sommet du barrage, qui fait environ 221 mètres de haut, tu peux essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la sur le bord. Tu verras l'eau s'écouler vers le haut au lieu de se déverser vers le bas. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme dans le cas de la cascade des îles Féroé. Ici, cependant, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkaebi Road, Corée du Sud. Une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les habitants ont découvert un jour que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle commence immédiatement à rouler vers le haut de la montagne. Mais contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la route Dokkaebi ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter, tout est plutôt normal. Mais dès que tu poses un objet qui peut rouler, il le fait dans la direction opposée à celle qu'il devrait. Les autorités locales n'ont pas tardé à profiter du phénomène et ont installé un panneau indiquant aux touristes curieux la route mystérieuse. Rocher d'Or, Birmanie. Si tu te trouves en Birmanie, aujourd'hui appelée aussi Myanmar,
N'oublie pas de visiter ce site célèbre. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite au sommet. Ce qui est impressionnant avec ce rocher, c'est qu'il ne touche que légèrement la falaise pour s'appuyer. En fait, on dirait que le rocher va tomber d'une minute à l'autre, mais non, il se tient comme ça depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le rocher n'est pas vraiment une construction récente. C'est donc un spectacle assez étonnant. Le rocher semble dire « Gravité ? Pff, je me fiche de ce genre de choses ». La légende veut que ce qui maintient le rocher en place soit une simple mèche de cheveux de Bouddha. Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller voir le rocher par toi-même et constater qu'il n'est attaché à la falaise par rien du tout. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Il se passe forcément un truc louche ici, hein ? Pierre de Davasco, Argentine. S'il existe une autre chose qui dit tout haut « Gravité, je te défie », c'est bien la pierre de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se tient de manière précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre au gré du vent. Les gens l'ont même testé en plaçant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un nouveau mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est brusquement tombé de son perchoir, qu'il occupait littéralement depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil étaient si tristes de cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. En fait, ils ne l'ont pas vraiment reconstituée morceau par morceau. Ils ont fabriqué une réplique en plastique de la pierre et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, aujourd'hui encore, en passant par Tandil, tu peux voir le célèbre rocher d'équilibre. Plutôt un symbole maintenant, bien sûr, car il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower dans le Wyoming, États-Unis. Tu te souviens de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, tu devrais aller le voir, mais pas tout de suite. Cet endroit ne te donne pas l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, et ne déjoue pas vraiment la gravité sous tes yeux. Cela semble presque ennuyeux comparé au reste des sites de ma liste, non ? Mais la vraie caractéristique époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne peuvent tout simplement pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Mais ce n'est pas le plus important. Ce morceau de pierre s'est élevé au milieu des plaines ondulées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage si plat ait pu subitement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Ma théorie ? Peut-être que c'est ici que la Terre a un nombril géant. Si tu as une meilleure idée, ma foi, je t'écoute. Oregon Vortex, États-Unis. La maison du mystère de Gold Hill dans l'Oregon étonne ses visiteurs par ses effets qui défient la gravité. On ne peut pas se tenir droit. Il faut toujours se pencher sur le côté et se tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les ballons roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à pratiquement tout le reste de la cabane. Avant même la construction de la maison, les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit et évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la baraque ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité. Une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Baie d'Hudson, Canada. D'accord, nous avons parlé de choses assez ambiguës, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'anomalie de la baie d'Hudson. C'est probablement le seul endroit au monde où la gravité est effectivement plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les plus sceptiques ne peuvent pas se moquer de ce phénomène, car la différence a été mesurée avec un équipement scientifique de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité ici est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas encore sûr, la différence est minuscule. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200%. Tu ne pourras pas la sentir, même si tu fais tout ton possible. Mais elle est bien là. Selon les scientifiques, cette anomalie existe à cause de la couche de glace qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement.
ce qui a modifié le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Cependant, à l'avenir, la gravité reviendra à la normale dans cette zone également. Pas de moonwalk pour moi alors. Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la yareta. La yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde. Un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité. Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon, tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact. Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues. En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande.
Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande. Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui, autrefois, sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères.
L'avenue des Baobabs est probablement la plus incroyable et la plus surréaliste au monde. Pour la voir, direction Madagascar. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose de grande taille que tu puisses y trouver, puisque cette île abrite aussi d'énormes papillons comètes. Leur envergure est immense, jusqu'à 20 cm, donc tu pourras les repérer facilement. Wakachina est une véritable oasis au milieu d'un désert, avec un tas de clubs et de bars. Une activité amusante que tu peux y pratiquer est le sandboard. Assure-toi d'avoir des lunettes de protection et la bouche bien fermée. Le tunnel de l'amour à Klevan, en Ukraine, est entièrement recouvert de plantes. Certains couples croient que s'ils traversent ensemble ce tunnel de 4 km de long, leur rêve pourrait se réaliser. Mais fais attention à ce que tu souhaites, des trains passent par ce tunnel 3 fois par jour. Les Dark Hedges, en Irlande du Nord, ont un aspect un peu effrayant, notamment à cause de la légende qui entoure cette allée. Les habitants racontent qu'elle est hantée par un fantôme appelé la Dame Grise. Au fait, devine quelle série a été filmée ici. Dans le nord du Portugal, il y a une merveilleuse maison qui ressemble à un bâtiment préhistorique, presque comme une grotte, mais c'est une vraie maison. Elle s'appelle Casa do Penedo, ce qui signifie littéralement « maison du rocher », et c'est désormais un petit musée. De loin, elle ressemble à une énorme pierre et à une parfaite demeure pour une créature mystérieuse. Une autre de ces demeures se trouve en Italie, quelque part au milieu du lac de Resia. C'est un lac artificiel créé à la suite d'une inondation. Cet endroit est célèbre pour son église du XIVe siècle qui se dresse au beau milieu de l'eau. Et le seul moment où tu peux y aller à pied est en hiver, quand, et si, le lac est gelé. Un lac sur lequel tu peux marcher sans crainte est le lac Baïkal. Pas étonnant, situé au cœur de la Sibérie, il gèle chaque hiver. Il est si grand qu'il compte 27 îles. C'est aussi le lac le plus profond du monde, il atteint presque 1640 mètres de profondeur. En route vers des sources chaudes maintenant. Grand Prismatic Spring, dans le Wyoming, est la plus grande source des États-Unis et la 3e plus grande source d'eau de ce type dans le monde. Ne t'avise pas de s'y baigner, non seulement l'eau est bouillante, mais tu risques aussi de devoir payer une amende. Profites-en en toute sécurité depuis la rive. Le Mont-Saint-Michel en Normandie est une destination de contes de fées par excellence, si tu as toujours voulu te sentir dans la peau d'un prince ou d'une princesse. Cette magnifique citadelle est entourée d'eau, mais pas tout le temps. Tout dépend de la lune. La marée la plus haute peut être observée de 36 à 48 heures après la pleine lune. La plupart du temps, ce n'est qu'une vaste zone déserte avec quelques flaques d'eau. Un ciel nocturne avec des milliers d'étoiles est certes très romantique, mais une mer d'étoiles l'est probablement encore plus. Bienvenue aux Maldives, sur l'île de Vadou. Là, les plages scintillent de bleu la nuit, grâce au plancton bioluminescent présent dans l'eau de mer. Si les étoiles ne t'intéressent pas tant que ça, tu préfères peut-être un ciel rempli de ballons. La Cappadoce, une région de Turquie, est à l'origine célèbre pour ses incroyables formations rocheuses, mais elle attire aussi les visiteurs grâce à la merveilleuse expérience qu'elle offre en montgolfière. Pour ceux qui ont toujours voulu marcher sur les nuages quand ils regardent par la fenêtre d'un avion, bonne nouvelle, tu peux le faire en Bolivie. Ce n'est pas un nuage au sens propre, mais un très grand lac salé. Il s'appelle Salar de Uyuni et il reflète le ciel pendant la saison des pluies, créant cette illusion d'infini et de marcher sur le ciel. En Colombie, n'oublie pas de visiter le sanctuaire de Las Lajas. Pour y arriver, tu devras traverser un pont qui semble être suspendu en l'air, avec de l'eau qui coule très rapidement en dessous. Nous voilà de retour en France, à Colmar exactement, en Alsace. Regarde ces maisons, des façades colorées en bois, des canaux tout fleuris, des rues pavées, n'est-ce pas magnifique ? L'Allemagne est pleine de villes avec des petites maisons qui semblent faites en pain d'épices et Rothenburg ob der Tauber ne fait pas exception. C'est une ville médiévale presque entièrement préservée avec des dizaines de façades multicolores et d'authentiques tavernes. Elle est particulièrement magique en hiver avec ses toits recouverts de neige et ses marchés de Noël illuminés. En Islande, de nombreuses maisons ont des toits en herbe. Ces habitations sont appelées turf houses et l'herbe qui les recouvre a de multiples fonctions. Elle ne sert pas seulement à décorer, mais aussi à protéger les maisons des fortes pluies. L'herbe pousse dans les fondations faites de pierres de lave et doit être régulièrement taillée. Au Costa Rica, sur l'île d'El Caño, il y a un ensemble d'environ 300 pierres sphériques de différentes tailles. Les locaux les appellent las bolas, ce qui signifie tout simplement les boules. Ces pierres ont une forme presque parfaitement ronde. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux, gabbro, calcaire et grès.
On pense qu'elles ont été alignées devant les maisons des chefs. Personne ne sait avec certitude d'où viennent ces boules, mais certains mythes prétendent qu'elles proviennent de l'Atlantide. Le Salto Ángel, au Venezuela, est un endroit paradisiaque. C'est la plus grande chute d'eau ininterrompue du monde. Bien plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade et une grande partie s'évapore en descendant, ce qui crée l'illusion de ces beaux nuages. Si tu aimes les choses qui brillent, visite la grotte des cristaux au Mexique. Tu ne peux le faire que sous la supervision d'un professionnel, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais vu un cristal qui fasse 2 fois ta taille. Au Maroc, il y a une ville appelée Chefchaouen, où la couleur dominante est le bleu ciel. Pas bleu foncé ni turquoise, la plupart des habitations de cette ville sont peintes dans la plus belle nuance de bleu qui soit. L'endroit n'est pas facile d'accès, il est situé dans les montagnes du Rif. Un autre endroit très bleu est l'île grecque de Santorin, qui est probablement un peu plus facile d'accès. Les habitations sont peintes en blanc, mais presque tous les toits sont d'un bleu vif. La peinture blanche sert à réfléchir la chaleur et à faire de belles photos sur Instagram. En Slovénie, n'oublie pas de visiter l'un des endroits les plus spectaculaires du monde, le lac de Bled. La couleur est vraiment bleu marine, pas de Photoshop ici. En plein milieu du lac se trouve même une petite île avec un château et quelques habitations. Pour rendre le voyage encore plus agréable, goûte un morceau de gâteau à la crème de Bled cuit selon une recette secrète. Quand tu verras une photo du lac Moraine au Canada, tu croiras probablement qu'elle a été photoshopée ou peinte par un artiste professionnel. Mais cet endroit est réel. Il combine une myriade de nuances de bleu, si belles que tu n'en croiras pas tes yeux. Bagan, la mystérieuse cité de Birmanie, a tous les ingrédients pour être un décor de conte de fées. Végétation exotique, paysages montagneux embrumés et nombreux temples que tu peux visiter à vélo ou survoler en montgolfière. Les Philippines recèlent de multiples trésors, mais certaines plages sont vraiment incontournables. La plage cachée d'El Nido est un endroit parfait pour profiter d'une relative tranquillité. La plage est protégée des bateaux et des conditions météorologiques indésirables par des criques de calcaire. Dans la région italienne de la Ligurie, il y a des dizaines de magnifiques plages que tu n'oublieras jamais. Le golfe des Poètes à Porto Venere est l'une d'entre elles. La plage est située au pied d'une falaise et il y a aussi des grottes sous-marines dans lesquelles tu peux te baigner. Elle s'appelle ainsi parce que la légende prétend que Lord Byron y aurait trouvé son inspiration en traversant la baie à la nage à la recherche de sa muse. La région des Cinque Terre est aussi en Ligurie et n'est pas très loin. Alors si tu as toujours voulu voir ces fonds d'écran, falaises et mer d'Italie en vrai, n'hésite pas. La légende raconte que les marins peignaient leur maison avec des couleurs vives pour trouver plus facilement le chemin du retour. L'île de Skye, en Écosse, pourrait être un décor parfait pour une série historique sur les chevaliers. Il y a probablement aussi des fées dans les Fairy Pools et les Fairy Glens. Le must à voir ici est le Old Man of Storr, une colline qui combine des parois rocheuses et escarpées. Pas de légende ici, mais c'est l'un des paysages les plus évocateurs et les plus photographiés de notre planète. À première vue, si tu regardes ce pont depuis la Terre, il ne semblera être qu'un pont de pierre, mais son principal secret se dévoile depuis l'eau. Le reflet du pont forme un cercle parfait qui ressemble à une sorte de portail vers un monde sous-marin caché. Il est situé en Saxe, à quelques kilomètres de Berlin et de Dresde. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des Trois Baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long.
Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvraient. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase.
On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes encore scellées pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300 dispersées dans le paysage et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde.